tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Massacre à la tronçonneuse 2022, réalisé par David Blue Garcia, avec dans les rôles principaux Elsie Fisher, Sarah Yarkin et Jacob Latimore. Alors, le pitch de rigueur, un groupe de jeunes se rend à Harlow au Texas. Ils ont acheté ensemble un ensemble de bâtiments et souhaitent démarrer un business local et attendent pour cela la visite d'investisseurs. Sur place, ils vont se rendre compte qu'une habitante n'a pas quitté une des maisons qu'ils ont rachetées et vont surtout découvrir qu'elle héberge depuis un certain nombre d'années le tueur plus connu sous le surnom de Leatherface. Voilà. Alors revenons un petit peu sur la saga Massacre à la tronçonneuse, même si je réprouve ce terme de saga. Elle est constituée de 9 films qui ont été tournés sur 48 ans. Ça peut paraître très long, mais remémorons-nous le fait que le premier film date de 74 et que sa première séquelle a été mise en chantier que 12 ans plus tard. Et cette saga est un incommensurable bordel. Voilà, entre suite directe, suite indirecte, spin-off, séquelle, préquelle, reboot, remake, on peut pas dire que ce soit un modèle de cohérence et de suivi. Voilà, à tel point que moi personnellement je préfère considérer tout ça comme un agrégat de films autonomes avec des thématiques assez proches et voilà, la qualité variable tout de même, et puis taper dedans au gré de mes humeurs. Voilà. La problématique, de toute manière, pour toutes ces suites, c'est de partir d'une œuvre qui a révolutionné le cinéma d'horreur et dont l'essence même ne suscitait pas de suite. Voilà, Massacre à la tronçonneuse 1 est une œuvre qui était volontairement traumatique, qui s'inspirait de faits réels, qui jouait vraiment sur la tension et la suggestion, contrairement à ce que beaucoup de gens qui n'ont pas vu le film pensent, le film ne contient pas du tout de gore. Et c'est un film qui marque le spectateur bien après la projection. Et donc revenir dessus de toute manière, c'est en amoindrir l'impact initial et même prendre le risque de rendre plutôt familier ce personnage emblématique qu'est Leatherface, donc ce tueur imposant qui joue de la tronçonneuse et qui arbore un masque en peau humaine. Et c'est peut-être pour cela que, comme je vous le disais, la mise en chantier de la première séquelle a mis 12 ans à voir le jour, financée par Cannon et réalisée à nouveau par Tobe Hooper. D'ailleurs, redécouvrez un petit peu ce film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vrai qu'il y a un mélange de comédie noire et d'horreur et de gore qui est assez étrange et étonnant. Alors en parlant de gore, le gore est devenu désormais la marque de fabrique de la saga, surtout pour les films, la partie des films qui a été tournée au XXIe siècle, si j'ose dire, alors que, comme je vous le disais, le film d'origine n'en contient absolument pas. Et ce faisant, effectivement, on prend le risque un petit peu de transformer le personnage de Leatherface en boogeyman indestructible, un peu à l'instar d'un Jason, du Jason de la franchise Vendredi 13, ce qui est déjà une grossière erreur. Le Jason de Vendredi 13 appartient au domaine du fantastique, car ne l'oublions pas, Jason est un mort-vivant. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà oublié, mais oui. Alors que Leatherface est un tueur qui évolue dans une réalité tangible et effrayante parce que crédible. Et de toute manière, mettre cinématographiquement sur le même plan le Vendredi 13 de Sean Cunningham et puis le Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, c'est pour moi une hérésie. Voilà, donc vous l'avez compris, à mon sens, tous les succès d'année ne peuvent de toute manière pas restituer la saveur du film d'origine, même s'il y a eu quelques efforts louables au fil des années. Je pense notamment au remake de 2003, réalisé par Marcus Nispel et produit par Michael Bay, qui retrouvait vraiment une ambiance poisseuse, glauque, un peu sale, voilà, qui était pas trop mal. Mais le fait est que la majorité des suites affichent un format cinémascope, une image assez léchée, alors que le film de Tobe Hooper avait été tourné par défaut en 16 mm et arborait une image granuleuse bien dégueulasse, qui faisait penser au documentaire. Et d'ailleurs, qui entretient un petit cousinage avec ce qu'on appelle aujourd'hui les found footage, même si c'était pas du found footage, mais voilà, la graine était un peu semée avec entre guillemets, ce style très documentaire. Voilà, donc ce qui fait défaut à tous les films récents, c'est, comme je vous disais, c'est un côté trop propre, et qui, de toute manière, voilà, de fait de certains choix visuels, leur enlève toute atmosphère anxiogène, en fait. Voilà. Bon, alors que vaut cette suite 2022 Bah écoutez,
déjà, on peut pas le nier, c'est le volet le plus sanglant de la saga. Voilà, c'est gore, 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 et sérieusement gore. Alors oui, il y a des CGI, mais ils sont intelligemment couplés avec des effets réels, mais il y a surtout une violence très dure, vicelarde, impitoyable, qui s'exerce même sur des personnages plutôt sympathiques. Et là, on retrouve la marque de fabrique de Fede Alvarez, qui n'est que producteur sur ce film, mais qui a réalisé quand même deux films assez tordus et traumatisants, le remake d'Evil Dead, et puis Don't Breathe, sorti après, et qui se posait un peu là dans le genre un peu tordu. Voilà. Alors, disons-le, le film va droit au but, il ne fait qu'1h23, il se regarde très très bien, tellement bien qu'on en oublierait presque effectivement la vacuité du scénario et qui vire sur la fin du film au festival du cliché et des actions les plus connes jamais perpétrées par des héros de films d'horreur. Voilà. Alors, la débandade commence en fait à partir de cette fameuse scène du bus, dont vous avez certainement entendu parler, où Leatherface va massacrer une dizaine d'investisseurs bobos dans un bus. Et à partir de ce moment-là, le film perd en sérieux et en crédibilité ce qu'il gagne en commentaires politiques. Voilà, et en parlant de politique, j'ai lu ici ou là que le film adopterait un point de vue conservateur et critiquerait ouvertement les bobos progressistes. Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, c'est pas aussi ciblé pour moi. D'ailleurs, tous les personnages du film, les héros, sont des jeunes bobos, certes, mais ils ne sont jamais montrés comme des crétins haïssables, jamais. Moi, ce que j'ai vu dans ce film, s'il y a un message, c'est plutôt la confrontation entre le réel et le virtuel, via effectivement des jeunes persuadés que le mal n'existe pas tant qu'il n'apparaît pas dans leur champ de vision. Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, ce serait par exemple des gens persuadés que la voiture électrique, c'est le camp du bien, parce que les gamins qui extraient les minerais rares nécessaires à la confection des batteries crèvent à petit feu, mais loin, dans les pays lointains. Donc ça n'existe pas. Ou alors encore, bouffer du soja c'est cool, mais les ravages engendrés par la culture intensive de ce produit se déroulent dans des pays qui sont loin, ça n'existe pas. Et dans le film, ça se traduit dès le début par la confrontation d'un des jeunes entrepreneurs avec une des habitantes d'une des maisons qu'ils ont rachetées, et qui n'est pas partie, parce qu'elle pense être dans son bon droit. Et là, on sent que effectivement, toute cette petite bande est complètement désarçonnée, ne sait pas comment gérer ce moment de réel face à une personne vivante, une personne qui est là devant eux dans la vraie vie. Et ce problème de refus de la réalité est également au cœur de la fameuse scène du bus, puisqu'au moment où Leatherface monte à bord et démarre sa tronçonneuse, tout ce que trouvent à faire ces jeunes bobos investisseurs, c'est de filmer avec leur portable et de lui dire t'oseras jamais faire ça, sinon tu vas te choper un bad buzz. Bon, autant vous dire que Leatherface va leur donner une leçon de pragmatisme assez saignante. Bon, alors, ok, cette lecture politique qui vaut ce qu'elle vaut ne doit pas faire oublier le reste, à savoir la grosse faiblesse quand même du scénario, le manque d'ambition du film qui se vautre sur les routes balisées du slasher de base. Voilà. Même s'il bénéficie d'une assez belle photo, voilà, c'est les jolis plans sur ces champs de tournesol cramés par le soleil, il y a des bons acteurs, il y a un rythme très soutenu, mais au final, effectivement, je pense que vous aurez oublié le film dans à peu près 17 jours maximum. Voilà. Et il rejoindra la cohorte des autres films de la saga, ni meilleurs ni pires que les autres. Voilà les amis, bon bah la messe est dite, à vous de voir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique rétro consacrée à un film que j'adore, L'Anti-Gang avec Burt Reynolds. Je sais, vous pouvez vous foutre de moi, j'assumerai toujours. A bientôt les amis, ciao.